Pendant un voyage aux Caraïbes avec des amis, mon mari s'est moqué de moi. Je veux une femme, pas une vieille de 61 ans pleine de rides. Tout le monde a ri. J'ai versé une larme sans y croire. Il a encore crié « Elle est dramatique, elle gâche toujours tout et ne sait pas s'amuser ». Je me suis levée et j'ai répondu « Félicitations, vous venez de signer votre décadence ». Et je suis partie. Quelques heures plus tard. « Bonjour mon amour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, mettez un like sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire. Il y a des moments dans la vie où le sol se dérobe sous vos pieds sans crier gare. Pas de tremblement, pas de signal, juste une seconde ordinaire qui bascule dans quelque chose d'irréparable. Ce soir-là aux Caraïbes, sous un ciel étoilé qui n'avait aucune raison d'être aussi beau, j'ai vécu ce moment. Et je veux vous le raconter exactement comme il s'est passé, sans rien embellir, sans rien cacher. J'ai 61 ans. Je suis née à Lyon, j'ai grandi à Paris, et j'ai passé les 30 dernières années de ma vie aux côtés d'un homme que le monde entier admirait. Georges, 63 ans, entrepreneur. Le genre d'homme qui entre dans une pièce et qui la remplit instantanément. Voix grave, poignée de main ferme, costume taillé sur mesure, montre suisse au poignet. Les gens l'écoutaient. Les gens le respectaient. Et moi, pendant longtemps, je l'ai aimé. Mais il y a une version de Georges que le monde ne connaît pas. Une version qui n'apparaît que lorsque les portes sont fermées. Ou pire, lorsqu'il est en confiance, entouré de ses amis, avec du vin dans le verre et l'ego bien chauffé. C'est cette version-là que je connaissais mieux que quiconque. Celle qui corrige en public, qui interrompt, qui efface, qui humilie, avec le sourire d'un homme qui appelle ça de l'humour. Le voyage aux Caraïbes avait été organisé par lui, comme tout l'était toujours. 2 autres couples nous accompagnaient. Des gens de Paris, du 7e arrondissement, avec des appartements haussmanniens et des résidences secondaires en Provence. Bernard et Isabelle. Thierry et Camille. Des amis de longue date, du moins c'est ce qu'on disait. Des gens qui riaient fort, qui parlaient d'investissement entre 2 bouchées, et qui utilisaient le mot « réussite » comme si c'était une vertu morale. Je savais, dès le premier jour, que quelque chose n'allait pas. Il y avait une tension dans le regard de Georges, une impatience dans ses gestes. Au petit déjeuner du premier matin, j'avais commencé à raconter quelque chose et il s'était tourné vers Bernard pour entamer une autre conversation, comme si ma voix n'avait produit aucun son. J'avais souri. J'avais continué à manger. Parce que c'est ce qu'on apprend à faire après des années comme ça. On continue, on plie, on occupe le moins de place possible pour éviter la prochaine scène. Le 5e soir, il y avait un dîner spécial organisé par le resort. Table en plein air, face à la mer, des bougies, du champagne français. Les femmes étaient élégantes, les hommes animés. J'avais mis une robe bleue que j'avais achetée spécialement pour ce voyage. Je m'étais regardée dans le miroir avant de descendre et je m'étais dit « Je suis bien comme ça ». Le dîner se déroulait tranquillement. Des rires, des histoires de business, le bruit des vagues en fond sonore. Et puis Georges a pris son verre, a tapé dessus avec sa fourchette comme pour porter un toast. Tout le monde a tourné les yeux vers lui. Il a souri, ce sourire que j'avais appris à redouter par-dessus tout. Et il a dit d'une voix claire et assurée, pour que personne ne perde une syllabe. Vous savez quel est mon seul regret dans ce voyage? D'avoir amené une vieille de 61 ans pleine de rides à mes côtés. Je veux une vraie femme, jeune, pas ça. Et il m'a désigné du regard. Il y a eu une seconde de silence, une seule, et puis quelqu'un a ri, et quand quelqu'un rit, les autres rient aussi. Parce que c'est plus facile que d'affronter. Parce que personne ne voulait être la prochaine cible. Parce que Georges était le genre d'homme qu'on préfère ne pas contrarier. J'ai senti la chaleur monter dans mon visage. J'ai senti ma gorge se serrer. Une larme, une seule, a glissé sur ma joue avant que je puisse la retenir. Une larme timide, mais décisive. Et il l'a vue, et il a dit, en riant encore, « Vous voyez, elle est comme ça, dramatique. Elle gâche toujours tout. Elle ne sait même pas prendre une blague. » À ce moment précis, quelque chose en moi s'est brisé. Mais pas de la façon que vous imaginez.
Ce n'était pas le genre de brisure qui détruit, c'était le genre de brisure qui libère, comme un os qu'on remet en place pour qu'il cicatrise correctement. Douloureux, mais nécessaire. J'ai regardé cette table, ces gens qui me connaissaient depuis des années et qui venaient de rire de moi, l'homme que j'avais aimé, les bougies qui tremblaient dans le vent des Caraïbes, et quelque chose de très ancien en moi a dit « C'est fini ». Je me suis levée lentement, j'ai pris mon verre de vin, je l'ai bu jusqu'à la dernière goutte. Et j'ai regardé Georges dans les yeux pour la première fois depuis longtemps, avec un calme que je ne me connaissais pas moi-même, et j'ai dit « Félicitations, vous venez de signer votre décadence ». Et je suis partie. Personne n'a ri cette fois. Dans le couloir qui menait à la réception, mes pas résonnaient sur le carrelage clair. Mon cœur battait fort, mais ma tête était d'une clarté absolue. Je n'allais pas pleurer dans une salle de bain. Je n'allais pas appeler une amie à Paris pour entendre des mots de consolation tiède. Je n'allais pas attendre que Georges vienne frapper à la porte pour s'excuser avec les mots creux qu'il avait toujours utilisés pour refermer les blessures qu'il avait lui-même ouvertes. Cette nuit-là, j'allais faire quelque chose de différent. Quelque chose que je préparais, sans le savoir vraiment, depuis beaucoup plus longtemps que cette soirée, et ce que j'ai fait dans les heures qui ont suivi. A changé la vie de tout le monde à cette table. Mais avant de vous dire ce que j'ai fait, je veux que vous sachiez une chose. Je n'agissais pas par vengeance. J'agissais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. Le silence d'une femme patiente n'est pas une faiblesse. C'est une accumulation. Et cette nuit-là, aux Caraïbes, l'accumulation de toute une vie a enfin trouvé une issue. Restez avec moi, parce que c'est exactement ici que tout commence à basculer. Quand je suis arrivée à la réception, il était 22h40. Le hall du resort était silencieux. Une musique douce jouait en fond, ce genre de mélodie légère qu'on met dans les hôtels de luxe pour donner l'impression que le monde est un endroit calme et ordonné. Ce soir-là, pour moi, ce n'était ni l'un ni l'autre. Il y avait un jeune homme à la réception. Discret, soigné, avec cet anglais caribéen doux qui sonne comme une chanson. Il m'a regardé approcher et quelque chose dans son expression a changé légèrement. Peut-être mon visage, peut-être ma façon de marcher, peut-être simplement l'heure et la façon dont une femme de 61 ans se présente seule à une réception d'hôtel à presque 11 heures du soir, avec une décision dans les yeux. Je me suis approchée du comptoir et j'ai dit, avec une voix ferme et basse, « J'ai besoin d'une autre chambre, ce soir, et j'ai besoin que vous ne disiez à personne que je suis encore dans cet hôtel. » Il m'a regardé une seconde, pas avec suspicion, avec compréhension. Il a tapé quelque chose sur son ordinateur, a pris une clé et a dit « 3e étage, vue sur le jardin. Personne ne saura. » J'ai dit merci, et dans ce simple merci, il y avait 30 ans de silence qui trouvait enfin une forme concrète. Une chambre, une clé, une décision prise sans demander la permission à personne. Je suis montée dans la nouvelle chambre. J'ai posé ma valise sur le lit et je l'ai défaite méthodiquement, chaque vêtement plié ou suspendu avec soin. Il y avait quelque chose de presque méditatif dans ce geste. Ranger ses affaires dans un espace qui n'appartient qu'à soi. Un espace où personne ne peut entrer sans votre autorisation. Ensuite, je me suis assise au bord du lit, dans le noir, avec le bruit lointain de la mer qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. Et j'ai pensé, vraiment pensé, avec une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Parce que ce que Georges ne savait pas, ce que personne à cette table ne savait, c'est que les 2 dernières années de ma vie n'avaient pas été que de la souffrance silencieuse. Elles avaient aussi été une période d'observation, d'accumulation, de préparation, même si je n'aurais pas utilisé ce mot à l'époque. Quand on vit avec la peur constante d'être humilié, une partie de vous se met instinctivement en mode survie. On observe, on retient, on garde. Et j'avais gardé beaucoup de choses, des conversations entendues sans qu'on se soucie de ma présence dans la pièce, des documents aperçus sur le bureau du salon, des noms prononcés au téléphone depuis le couloir, à voix basse mais pas assez, des chiffres qui ne correspondaient pas, des rendez-vous qui n'étaient jamais mentionnés,
des réactions trop vives à des questions trop anodines. Toutes ces petites choses que les gens laissent traîner autour des femmes qu'ils considèrent comme des meubles. Je n'étais pas un meuble. Je n'avais jamais été un meuble. Mais j'avais joué ce rôle si longtemps qu'ils avaient fini par y croire. Et c'était exactement ce qui allait me servir. Aux environs de minuit, j'ai pris mon téléphone. J'ai rédigé un message court. 7 mots. Pas un de plus, pas un de moins. Et je l'ai envoyé à tout le monde présent à ce dîner. À Georges, à Bernard, à Thierry, à Isabelle, à Camille, à tous. Le message disait simplement « Maintenant, le jeu a commencé ». J'ai posé le téléphone sur la table de nuit, face vers le bas. J'ai éteint la lumière et j'ai fermé les yeux. De l'autre côté du couloir, je savais que Georges était en train de chercher. Frapper à la porte de notre ancienne chambre. Trouver la chambre vide. Peut-être appeler, peut-être jurer entre ses dents avec cette façon qu'il avait de murmurer les insultes, comme si elles étaient moins graves dites à voix basse. Qu'il cherche, qu'il frappe, qu'il appelle. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais plus peur de ce qu'il pourrait faire, parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel cette nuit-là. La peur que j'avais portée pendant des années n'était pas la mienne. Elle avait été fabriquée par lui, entretenue par lui, nourrie par chaque humiliation publique, chaque correction devant des amis, chaque rire aux dépens de ma dignité. Cette peur n'était pas une vérité sur moi, c'était un outil qu'il utilisait pour me maintenir à ma place. Et j'avais posé cet outil sur la table cette nuit-là, pour ne plus jamais le ramasser. Le lendemain matin, je n'ai pas rejoint le groupe au petit déjeuner. Je n'ai pas répondu aux messages. Je n'ai pas répondu aux appels. Je suis restée dans ma chambre, au 3e étage, avec une tasse de café préparée, avec la petite machine posée sur le bureau, à regarder le jardin en contrebas, se réveiller lentement dans la lumière dorée du matin caribéen. Et pendant que je regardais ce jardin, je réfléchissais à la phase suivante. Parce que le message envoyé la nuit précédente n'était pas une menace. Ce n'était pas non plus une provocation vide. C'était une annonce. La première pièce d'un mécanisme que j'avais commencé à assembler bien avant de monter dans cet avion pour les Caraïbes. Un mécanisme que je n'avais jamais eu l'intention d'activer, jusqu'à ce que Georges, cette nuit-là, avec son verre de vin et son sourire satisfait, me donne la raison finale dont j'avais besoin. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ma disparition de leur quotidien dans cet hôtel n'était pas une fuite. C'était une stratégie. Chaque heure que je passais invisible renforçait quelque chose. Une inquiétude, une confusion, un doute. Et le doute, chez des hommes habitués à tout contrôler, est l'une des choses les plus déstabilisantes qui soient. Georges pouvait supporter la colère. Il pouvait supporter le conflit ouvert. Ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était de ne pas savoir, de ne pas voir, de ne pas comprendre ce qui se passait. Et c'est précisément ce que je lui offrais, l'obscurité totale. Et dans cette obscurité, les premières fissures allaient bientôt commencer à apparaître. Pas à cause de moi, du moins pas directement, mais à cause de tout ce que ces hommes avaient reconstruit sur des fondations qu'ils croyaient solides et qui ne l'étaient pas. Je vais vous raconter le moment où quelque chose d'inexplicable s'est produit dans ce resort. Quelque chose que personne n'a su comprendre, mais qui portait déjà mon empreinte invisible. Rester. Parce que le silence que j'avais choisi s'apprêtait à parler plus fort que tout. Le lendemain matin, je n'existais plus pour eux. Pas parce que j'étais partie, mais parce que j'avais choisi de disparaître tout en restant exactement là où ils ne pensaient pas à chercher. Ma chambre au 3e étage donnait sur le jardin intérieur du resort. De ma fenêtre, je pouvais voir une partie de la terrasse principale, les transats au bord de la piscine et l'entrée du restaurant où ils prenaient leur repas. J'avais une vue parfaite sur leur désarroi sans qu'ils puissent voir le mien. Et ce que j'ai observé ce matin-là a commencé à me confirmer que quelque chose fonctionnait. Georges est descendu au petit déjeuner à 8h moins le quart. Je le reconnaissais à sa façon de marcher, même de loin. Ce pas assuré, légèrement en avant, comme un homme qui s'attend à ce que le monde s'écarte. Mais ce matin-là, ce pas était différent. Légèrement moins ancré, comme quelqu'un qui cherche un appui qu'il ne trouve pas tout à fait. Il s'est assis à la table habituelle, a commandé son café. Le serveur le lui a apporté avec une efficacité parfaite et une courtoisie strictement professionnelle. Rien de plus. Pas le sourire chaleureux des jours précédents.
Pas la petite conversation légère sur la météo ou les activités du jour. Juste le service. Propre. Distant. Comme une porte fermée à clé. Georges n'a pas réagi immédiatement. Il a bu son café. A regardé autour de lui. Bernard et Isabelle sont arrivés quelques minutes plus tard, suivis de Thierry et Camille. Ils se sont installés ensemble, ont commandé, et le même phénomène s'est reproduit avec chacun d'eux. Les employés du resort faisaient leur travail à la perfection, mais quelque chose avait changé dans la température de leurs interactions. Une infime distance. Un professionnalisme qui, dans un resort de cette catégorie, était lui-même un message. J'avais parlé au directeur la veille au soir. Après avoir envoyé mon message au groupe et avant d'éteindre la lumière, j'étais redescendu discrètement. Il était tard, presque 1h du matin, mais j'avais demandé à voir le responsable de service. On m'avait conduite dans un petit bureau derrière la réception. Un homme grand, d'une 50aine d'années, avec cette façon de tenir son corps, qui appartient aux gens habitués à gérer des situations délicates sans perdre leur calme. Je ne lui avais pas demandé de faveur. Je lui avais simplement raconté ce qui s'était passé au dîner, avec précision, avec dignité. Et je lui avais remis quelque chose, une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient quelques pages, pas des accusations, pas des menaces, des informations. Des informations sur certaines transactions effectuées via une société enregistrée aux îles Vierges britanniques, dont le resort lui-même ignorait probablement tout, mais dont les implications pouvaient intéresser des personnes précises à Paris et ailleurs. Le directeur avait lu en silence, avait fait une pause longue et avait dit « Madame, vous et vos amis êtes les hôtes de cet établissement. Vous avez toute ma discrétion. » Ce n'était pas un accord, ce n'était pas une complicité. C'était simplement la réaction naturelle d'un homme qui venait de comprendre avec qui il avait réellement affaire. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Bernard a été le premier à percevoir le changement d'atmosphère. Je l'ai vu se pencher vers Georges et lui dire quelque chose à voix basse. Georges a secoué la tête. Mais quelques minutes plus tard, il s'est levé et est allé à la réception. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je connaissais suffisamment Georges pour deviner la conversation à ses gestes. Les mains posées à plat sur le comptoir, la tête légèrement inclinée, la façon dont il se redressait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il avait demandé si j'avais fait mon départ. On lui avait répondu qu'on ne pouvait pas partager des informations sur les autres clients. Il était revenu à la table avec un visage fermé et avait dit quelque chose qui avait fait taire tout le monde pendant un long moment. C'est à ce moment précis que je veux m'arrêter une seconde, juste une seconde, pour vous demander quelque chose. Si cette histoire vous touche, si vous sentez que vous connaissez cette femme d'une façon ou d'une autre, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et mettez un like sur cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer. Merci, vraiment. Et maintenant, revenons à cette terrasse, parce que ce qui allait se passer dans les minutes suivantes allait tout changer. Thierry regardait son téléphone depuis un moment avec une expression que je ne lui connaissais pas. Thierry était un homme de surface lisse. Toujours détendu, toujours maître de lui, le genre de personne qui traverse les turbulences avec un verre à la main et le sourire de quelqu'un qui sait que tout s'arrangera parce que tout s'est toujours arrangé. Mais là, sur cette terrasse, ce matin-là, quelque chose dans son visage avait changé. Son téléphone a sonné, il a regardé l'écran, s'est levé immédiatement, s'est éloigné du groupe vers le bord de la terrasse, dos tourné, une main sur la nuque. La conversation a duré 6 minutes. Je les ai comptées. Quand il est revenu à la table, il n'a rien dit pendant un long moment. Bernard l'a regardé. « Tout va bien ?» Thierry a posé son téléphone face vers le bas sur la table et a dit, avec une voix qui ne ressemblait plus tout à fait à la sienne, « Il y a un problème à Paris. » 20 minutes plus tard, le téléphone de Bernard a sonné à son tour. La même scène s'est reproduite. Le même mouvement de se lever trop vite. Le même dos tourné. Les mêmes 6, 7 minutes au bord de la terrasse, avec la voix basse et les gestes qui trahissent ce que les mots cachent. Quand Bernard est revenu s'asseoir, les deux hommes se sont regardés avec une expression que leurs épouses ont remarquée immédiatement. Camille a demandé ce qui se passait. Personne n'a répondu. Isabelle, elle, n'a pas demandé. Elle a regardé les deux hommes, puis elle a regardé la chaise vide que j'aurais dû occuper à cette table,
Et quelque chose dans son regard a changé. Pas de la peur exactement. Plutôt cette expression particulière que prennent les gens intelligents quand ils commencent à assembler des pièces qu'ils auraient préféré ne pas avoir à assembler. Elle a dit, presque pour elle-même, mais assez fort pour que j'imagine le son de sa voix, « Ce n'est pas une coïncidence. » Elle avait raison. Ce n'était pas une coïncidence. Et ce n'était que le début. Pendant qu'ils géraient leur première crise sous ce soleil trompeur, une vérité bien plus profonde remontait déjà à la surface. Une vérité que j'avais gardée pendant des années et qui, maintenant, avançait seule vers la lumière. Restez, parce que tout ce que vous pensez savoir va être renversé. L'après-midi du 3e jour était d'une beauté presque cruelle. Le ciel des Caraïbes avait cette couleur particulière qui n'existe nulle part ailleurs. Un bleu dense, presque violet vers l'horizon, avec des nuages blancs qui avançaient lentement comme s'ils n'avaient aucune raison de se presser. La mer était calme. Les palmiers bougeaient à peine. Et sur la terrasse du resort, autour d'une table où les verres de jus d'orange n'avaient presque pas été touchés, 5 personnes essayèrent de comprendre ce qui leur arrivait. Je les observais depuis ma fenêtre. Bernard avait passé la matinée au téléphone. Pas le genre de coup de fil qu'on passe en vacances, courts et légers, pour donner des nouvelles à la famille. Des coups de fil longs, tendus, avec ces silences au milieu qui signifient qu'on écoute quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Thierry avait eu sa propre série d'appels. À un moment, les 2 hommes s'étaient retrouvés debout à l'écart du groupe, parlant à voix basse, avec des gestes qui trahissaient une urgence qu'ils essayèrent de contenir. Georges, lui, faisait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire aussi ouvertement. Il attendait. Georges n'attendait jamais. Georges agissait, décidait, imposait. Mais là, assis dans son transat avec ses lunettes de soleil qui ne cachaient pas complètement la tension de sa mâchoire, il attendait que quelqu'un lui dise ce qui se passait vraiment. Et personne ne le lui disait vraiment. C'est Isabelle qui a bougé la première. Elle s'est levée de la table, a pris son verre et a marché seule vers le jardin intérieur du resort. Ce jardin que je voyais de ma fenêtre. Elle s'est assise sur un banc de pierre à l'ombre d'un frangipanier, a posé son verre à côté d'elle et a sorti son téléphone. Elle a commencé à taper un message avec une rapidité et une concentration qui m'ont immédiatement alerté. Isabelle n'était pas en train d'envoyer un message anodin. Je connaissais Isabelle depuis 11 ans. 11 ans de dîners en commun, de voyages partagés, de week-ends en Normandie et de soirées dans des appartements parisiens où l'on servait du bon vin et où l'on parlait de tout, sauf de ce qui importait vraiment. Isabelle avait été avocate avant son mariage. Avocate d'affaires, précisément. Elle avait abandonné sa carrière à la demande de Bernard, comme je l'avais appris lors d'un dîner où elle avait bu un verre de trop et dit des choses qu'elle m'avait demandé d'oublier le lendemain matin. Je n'avais pas oublié. Ce qu'Isabelle m'avait dit ce soir-là, c'est qu'elle savait exactement comment fonctionnaient les sociétés offshore de son mari. Pas parce qu'il le lui avait dit, mais parce qu'elle était avocate, et que les avocats, même ceux qui ont rangé leur robe depuis 10 ans, continuent de lire les documents qu'ils trouvent sur le bureau du salon avec les yeux de quelqu'un qui sait ce qu'il regarde. Elle savait. Et elle avait gardé le silence parce que garder le silence était le prix de sa vie confortable, de sa maison dans le 7e, de ses enfants dans les meilleures écoles de Paris. Ce que le message qu'elle envoyait ce jour-là révélait, c'est qu'elle avait décidé, pour une raison ou une autre, de ne plus garder ce silence. Du moins, pas entièrement. La personne à qui elle écrivait était son ancienne associée du cabinet. Une femme que j'avais rencontrée une fois, brièvement, lors d'un événement professionnel, et dont je savais qu'elle travaillait maintenant pour une instance régulatrice financière à Bruxelles. Je ne pouvais pas lire le contenu de ce message, mais je n'avais pas besoin de le lire. La seule destination suffisait. La peur fait des choses étranges aux gens intelligents. Elle les pousse à agir vite, trop vite, à chercher des protections sans mesurer que la protection qu'ils cherchent peut devenir elle-même une exposition. Isabelle essayait de se couvrir. Et en se couvrant, elle ouvrait une porte que personne dans ce groupe n'aurait voulu ouvrir. Camille, l'épouse de Thierry, était différente d'Isabelle, plus discrète, plus effacée en apparence, avec cette façon de s'occuper à ranger des choses qui n'ont pas besoin d'être rangées quand elle était mal à l'aise. Ce jour-là,
Elle rangeait et re-rangeait le contenu de son sac depuis 1 heure. Mais à un moment, elle s'est levée, a traversé la terrasse et est venue s'asseoir, non pas avec les hommes, non pas avec Isabelle dans le jardin, mais seule, à une petite table près de l'entrée du restaurant. Et elle a commencé à pleurer, silencieusement. Le genre de larmes qu'on verse quand on sait que quelque chose est terminé, mais qu'on n'est pas encore prêt à le dire à voix haute. Je l'ai regardée depuis ma fenêtre et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la pitié exactement, plutôt une reconnaissance douloureuse. Parce que j'avais été cette femme-là, assise seule, pleurant en silence des larmes que personne ne devait voir, portant le poids de vérité que je n'avais pas choisi, mais que ma vie m'avait rendue responsable de porter. La différence entre Camille et moi, c'est que moi, j'avais fini par décider que je n'allais plus porter ce poids seul. Dans l'après-midi, les 2 hommes sont montés dans la chambre de Georges. Ils y sont restés plus de 2 heures. Les épouses sont restées en bas, chacune dans sa propre forme de silence. Et c'est pendant ces 2 heures que quelque chose de très important s'est passé dans cet hôtel, à quelques étages au-dessus de moi. Georges a reçu une information. Une information sur l'origine des appels téléphoniques de la matinée. Une information sur qui, à Paris, avait décidé de poser certaines questions à certaines personnes au sujet de certaines transactions. Une information qui, pour la première fois depuis le début de cette histoire, lui donnait une direction vers laquelle regarder. Et cette direction, c'était moi. Il ne savait pas encore exactement ce que j'avais fait. Il ne savait pas comment. Il ne savait pas depuis combien de temps je préparais quoi que ce soit. Mais il savait maintenant que ce qui arrivait à Paris n'était pas une coïncidence. Et que ma phrase dans le restaurant, cette phrase qu'il avait peut-être crue creuse et dramatique, avait en réalité été le signal de départ de quelque chose de concret. Ce soir-là, Isabelle est allée trouver Camille dans le couloir du 3e étage. Je les ai entendus parler à voix basse. Et j'ai entendu Isabelle dire quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, elle savait des choses sur les affaires, sur les accords, sur tout. Et elle a gardé ça pendant des années, sans rien dire. Un silence. Elle était plus intelligente que nous ne l'avons jamais cru. Elles ignoraient que ce que je savais n'était que la moitié de l'histoire. L'autre était bien plus intime. Cette nuit-là, il a reçu un audio avec sa propre voix, disant quelque chose qu'il jurait ne jamais avoir dit. Et à partir de ce moment, il n'a plus douté de moi. Il a commencé à douter de lui-même, rester, parce que tout allait devenir incontrôlable. Il était 2h17 du matin quand le téléphone de Georges a vibré. Je le sais parce que j'étais encore éveillée. Assise au bord de la fenêtre de ma chambre, les pieds sur le rebord, une tasse de thé refroidie dans les mains, à regarder le jardin endormi du resort. Il y avait des grillons. Il y avait la mer au loin. Il y avait cette paix étrange qui s'installe quand on a enfin cessé d'avoir peur de quelque chose qu'on redoutait depuis trop longtemps. Je ne savais pas exactement à quelle heure le message arriverait. Mais je savais qu'il arriverait cette nuit-là. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Pendant les 2 dernières années, j'avais été en contact discret avec une personne à Paris. Quelqu'un que je ne nommerai pas par protection de lui, mais parce que son identité n'est pas ce qui importe dans cette histoire. Ce qui importe, c'est ce qu'il m'avait appris lors d'une conversation, environ 6 mois avant ce voyage. Il m'avait dit qu'il existait un enregistrement fait lors d'un dîner entre hommes, dans un appartement privé du 16e arrondissement, une soirée où Georges et ses associés avaient parlé librement, comme ils le faisaient toujours quand ils se croyaient entre eux et hors de portée du monde. La plupart de l'enregistrement était banal. Des discussions d'affaires, des plaisanteries grasses, le genre de conversation que ces hommes tenaient depuis des années dans des pièces fermées en pensant que les murs n'avaient pas de mémoire. Mais à un moment, vers la fin de la soirée, quand le cognac avait circulé plusieurs fois, Georges avait dit quelque chose. Une phrase courte, dite avec la légèreté de quelqu'un qui ne mesure pas le poids de ses propres mots. Une phrase qui, sortie de son contexte, sortie de la chaleur alcoolisée de cette soirée entre amis, prenait une couleur entièrement différente. Si elle disparaît, tout se règle. Il parlait d'une situation professionnelle, d'une personne impliquée dans un litige commercial. Je le savais. La personne qui possédait l'enregistrement le savait aussi. Mais la phrase existait.
La voix était celle de Georges. Et envoyée à 2 heures du matin à un homme déjà déstabilisé, déjà épuisé, déjà rongé par l'incertitude de ce qui se passait depuis 3 jours, cette phrase ne sonnait plus du tout comme une discussion d'affaires. Elle sonnait comme une menace. Georges a écouté l'audio une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Je l'imaginais assis dans le noir, dans cette chambre que nous avions partagée pendant 4 jours et dont je m'étais absentée comme si je m'étais évaporée. Le téléphone à quelques centimètres de son visage, les yeux fixés sur rien, essayant de replacer cette phrase dans le bon contexte, essayant de retrouver le moment, la soirée, la conversation, cherchant dans sa mémoire avec la frénésie d'un homme qui sait que quelque chose lui échappe mais ne comprend pas encore quoi ni comment. À 3 heures moins le quart, il a appelé Bernard. Bernard a décroché après 4 sonneries, avec la voix de quelqu'un qu'on sort du sommeil, et Georges lui a envoyé l'audio immédiatement. J'ai entendu, à travers la mince cloison qui séparait nos étages, le murmure de sa voix sans pouvoir distinguer les mots. Mais le ton était celui d'un homme en train de perdre pied. Ce ton particulier que je connaissais, non pas parce qu'il me l'avait souvent montré, mais précisément parce qu'il ne me l'avait jamais montré. Georges ne perdait jamais pied devant moi. Il perdait la patience, il perdait la politesse, mais jamais pied. Cette nuit-là, il perdait pied. Bernard a dû écouter l'audio de son côté parce qu'il y a eu un silence assez long avant qu'il réponde quelque chose, puis une question, puis un autre silence. Et puis, à travers le mur, j'ai entendu Georges dire avec une intensité contenue qui traversait le plâtre et le bois. Ce n'est pas ce que j'ai dit, pas dans ce sens-là. Mais la voix était la sienne, et c'est tout ce qui comptait. Il y a une chose que j'ai apprise en vivant aux côtés d'un homme comme Georges pendant 30 ans. Les hommes qui contrôlent tout, qui décident de tout, qui n'admettent jamais un doute en public. Ces hommes-là ont un point de rupture très précis. Ce n'est pas la confrontation directe qui les brise, ce n'est pas l'accusation franche, c'est l'incertitude. C'est ne pas savoir d'où vient l'attaque, ne pas pouvoir identifier l'ennemi, ne pas comprendre les règles du jeu dans lequel on est soudainement plongé. Georges savait se battre quand il voyait son adversaire en face. Mais là, il ne me voyait pas. Je n'étais nulle part. Et pourtant, j'étais partout. Le lendemain matin, les 3 hommes se sont retrouvés tôt dans la chambre de Bernard, avant le petit déjeuner, avant que les autres hôtes du resort ne commencent à descendre. J'ai vu leur silhouette depuis ma fenêtre, traversant le couloir extérieur en silence, avec cette façon de marcher des gens qui portent quelque chose de lourd et qui essaient de ne pas le montrer. Ils sont restés enfermés pendant presque 3 heures. Pendant ce temps, Isabelle et Camille se sont retrouvées seules au bord de la piscine. Elles ne parlaient pas beaucoup. Camille regardait l'eau. Isabelle avait un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lisait pas. À un moment, Isabelle a posé le livre, s'est tournée vers Camille et lui a dit quelque chose qui a fait se redresser Camille immédiatement. Je n'ai pas entendu les mots, mais j'ai vu la réaction. Et la réaction d'une femme qui vient d'entendre quelque chose qui confirme ce qu'elle craignait depuis longtemps ressemble exactement à ce que j'ai vu sur le visage de Camille ce matin-là. Les yeux qui se ferment une seconde, les épaules qui descendent, la façon dont la tête pivote légèrement, comme pour chercher un point fixe dans un monde qui bouge. La vérité avait commencé à circuler entre elles. Pas toute la vérité, mais assez. Et dans la chambre de Bernard, derrière une porte fermée, 3 hommes qui avaient bâti leur puissance sur des fondations qu'ils croyaient invisibles commençaient à comprendre que ces fondations avaient été vues, documentées et activées par une femme qu'ils avaient tous, à un moment ou à un autre, regardée comme si elle n'était pas vraiment là. Ce soir-là, personne n'a dîné ensemble. Pour la première fois depuis le début du voyage, le groupe s'est fragmenté. Bernard et Isabelle ont commandé en chambre. Thierry et Camille sont sortis du resort sans dire où ils allaient. Et Georges est resté seul à une table du restaurant avec un verre de vin qu'il a à peine touché, regardant la mer avec l'expression d'un homme qui refait mentalement les derniers jours en cherchant le moment précis où il a perdu le contrôle. Il n'allait pas le trouver, parce que ce moment n'était pas dans ces derniers jours. Ce moment remontait à bien plus longtemps que ça. Le lendemain matin, je suis descendue, pas pour fuir, ni pour me réconcilier,
mais pour tout changer. Quand il m'a vu, il a compris immédiatement que quelque chose n'était plus comme avant. Et quand il m'a parlé, je lui ai donné une réponse qu'il n'était pas prêt à entendre. Rester. Parce que certaines vérités, dites calmement, font plus de bruit que n'importe quel cri. Ce matin-là, je me suis levée à 7 heures. Pas parce que je n'avais pas dormi. J'avais dormi. Profondément. Complètement. Avec ce genre de sommeil dense et sans rêve qui ne vient que lorsqu'on a enfin posé quelque chose de lourd que l'on portait depuis trop longtemps. Je me suis levée à 7 heures parce que j'avais décidé que c'était l'heure. Pas avant. Pas après. Cette précision-là m'appartenait entièrement. Je me suis habillée avec soin. Pas pour impressionner. Pour me sentir exactement comme je voulais me sentir en descendant ces escaliers. Il y a une différence immense entre s'habiller pour les autres et s'habiller pour soi. J'avais passé des décennies à faire la première chose. Ce matin-là, je faisais la seconde pour la première fois depuis très longtemps. Une robe blanche, légère, que j'avais achetée à Paris avant le départ et que je n'avais pas encore portée. Des sandales simples, mes cheveux coiffés sans excès. Un parfum que j'aimais et que Georges avait toujours dit être trop discret. Discret, parfait. Je suis descendue par l'escalier principal, pas par l'escalier de service que j'avais utilisé les jours précédents pour rester invisible. Ce matin-là, je n'avais plus besoin d'être invisible. La phase de disparition avait rempli son rôle. Maintenant, venait autre chose. Je suis entrée dans la salle du petit déjeuner à 7h20. Georges était là, seul à la grande table, dos à l'entrée, ce qui n'était pas son habitude. Georges s'asseyait toujours face à l'entrée d'une pièce. C'était un réflexe chez lui, quelque chose entre la vigilance et le besoin de voir qui arrivait avant qu'on le voie. Le fait qu'il ait le dos tourné ce matin-là me disait quelque chose sur l'état dans lequel il se trouvait. Il n'était plus en mode contrôle. Il était en mode survie. Ce fut Isabelle qui me vit la première. Elle était assise à une table séparée, un peu à l'écart, avec une tasse de café qu'elle tenait à deux mains. Quand elle me vit entrer, elle se figea. Pas d'hostilité dans son regard. Plutôt cette expression particulière d'une personne qui attendait quelque chose depuis plusieurs jours et qui vient de voir ce quelque chose arriver sous une forme qu'elle n'avait pas tout à fait anticipée. Je lui ai adressé un signe de tête discret. Elle a répondu de la même façon. Puis Bernard l'a vu regarder vers l'entrée et s'est retourné. Il m'a vu. A touché le bras de Georges sans dire un mot. Georges s'est retourné. Je ne saurais pas décrire exactement ce que j'ai vu sur son visage dans cette première seconde. Ce n'était pas de la colère, du moins pas uniquement. C'était quelque chose de plus complexe, quelque chose que je n'avais que rarement vu chez cet homme, une sorte de déséquilibre intérieur qui cherchait une surface sur laquelle se stabiliser et ne la trouvait pas. Ses yeux ont parcouru rapidement ma robe blanche, mon visage calme, ma façon de me tenir debout dans l'entrée de cette salle sans m'excuser de ma présence. Il s'est levé, a traversé la salle vers moi avec des pas rapides, s'est arrêté à moins d'1 mètre. Et il a dit, avec cette voix basse et tendue qui signifiait chez lui le niveau juste en dessous de l'explosion, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je l'ai regardé. J'ai respiré une fois, lentement. Rien. Il a attendu. Comme s'il y avait forcément quelque chose derrière ce mot. Il n'y avait rien derrière ce mot. Ou plutôt, il y avait tout. Parce que rien n'était exactement la réponse juste. Je n'avais rien fait d'illégal. Je n'avais rien inventé. Je n'avais rien fabriqué de toutes pièces. J'avais simplement arrêté de protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé. J'avais simplement laissé certaines vérités trouver leur propre chemin vers la lumière au moment où je choisissais de ne plus me mettre en travers de ce chemin. Georges a serré la mâchoire. Les appels à Paris, l'audio, les employés de cet hôtel, tout ça, c'est rien. J'ai organisé des pièces, j'ai dit. C'est vous qui avez joué. Il m'a regardé avec une intensité qui, quelques jours plus tôt, m'aurait fait reculer. Ce regard que je connaissais depuis 30 ans. Ce regard qui avait le pouvoir de me faire sentir petite, inutile, excessive, déplacée. Je l'ai soutenu, sans cligner des yeux, sans dévier. Et quelque chose de remarquable s'est produit. Ce regard a perdu de sa force. Pas parce qu'il avait changé,
mais parce que moi, j'avais changé. Et une arme ne fonctionne que si la personne en face en a peur. Isabelle s'est approchée lentement. Elle s'est assise à une table voisine, pas pour s'immiscer, mais comme quelqu'un qui veut être présent à un moment qu'il sait important. Bernard et Thierry sont restés à leur place. Camille regardait par la fenêtre avec cette façon de ne pas regarder qui signifie qu'on écoute chaque mot. Georges a baissé légèrement la voix. « Tu réalises ce que tu as mis en mouvement? Les enquêtes? Les appels? Tu sais ce que ça peut coûter. »« Je sais exactement ce que ça peut coûter, » j'ai répondu. « Je l'ai calculé depuis longtemps. » Un silence. « Pourquoi ?» Il a posé cette question avec une sincérité presque désarmante, comme si la réponse pouvait encore changer quelque chose, comme si comprendre le pourquoi pouvait lui rendre le contrôle qu'il avait perdu. Je l'ai regardé encore un moment avant de répondre. Parce que ce soir au restaurant, quand tu as dit ce que tu as dit devant tout le monde, ce n'était pas la première fois, c'était la 100e, ou la 200e, et j'ai versé une larme, une seule, et tu as ri. Et à ce moment-là, j'ai compris que cette larme n'était pas de la tristesse. C'était la dernière goutte d'une patience qui avait atteint sa limite depuis des années. Georges n'a rien dit. Tu croyais que je pleurais parce que tu m'avais blessé? Ce n'était pas ça. Je pleurais parce que je venais de comprendre que j'avais attendu trop longtemps, que j'avais porté trop longtemps quelque chose qui n'était pas à moi de porter. Isabelle, à la table voisine, a posé sa tasse, doucement, avec une précision qui ressemblait à un geste symbolique. Georges a ouvert la bouche, l'a refermée. Pour la première fois en 30 ans de vie commune, il n'avait pas de réponse immédiate, pas de contre-attaque, pas de formule pour retourner la situation à son avantage. Il était face à quelque chose qu'aucune de ses stratégies habituelles ne pouvait résoudre, face à une femme qu'il n'avait jamais vraiment regardée et qui, maintenant qu'il la regardait, ne ressemblait plus du tout à l'image qu'il avait construite d'elle. Je me suis dirigée vers une table libre côté fenêtre, avec vue sur la mer. Je me suis assise. J'ai commandé un café et des fruits frais. Le serveur m'a apporté tout ça avec ce sourire discret que j'avais appris à reconnaître depuis le début de mon séjour dans ce nouveau quart du resort. Le soleil entrait par les grandes baies vitrées et posait de la lumière sur la nappe blanche devant moi. Je me sentais étonnamment bien. Ce n'était pas encore la fin. Il restait une seule chose à dire, une phrase que je portais en moi depuis des nuits. Quand je l'ai enfin prononcée, calmement, sans retour possible, tout a basculé dans son regard. Et ce que j'y ai vu, je le porte encore aujourd'hui. Restez, parce que certaines fins sont en réalité des débuts déguisés. Le dernier jour est arrivé comme arrivent toujours les derniers jours des choses importantes, sans fanfare, sans signal particulier. Juste une lumière du matin légèrement différente, une qualité d'air qui porte quelque chose de définitif, et cette conscience aiguë que certaines heures sont les dernières de leur espèce. Je me suis réveillée tôt, avant l'aube. J'ai regardé le plafond de ma chambre pendant un long moment sans bouger, en écoutant la mer. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce bruit-là, quelque chose d'ininterrompu et d'indifférent à tout ce que les êtres humains font sur ces rives. La mer n'avait pas changé depuis le premier soir. C'était moi qui avais changé. J'ai fait ma valise lentement, méthodiquement, en pliant chaque vêtement avec ce soin particulier qu'on apporte aux gestes quand on sait qu'ils sont les derniers d'un chapitre. La robe bleue du soir du dîner, je l'ai pliée en dernier. Je l'ai regardée un moment avant de la mettre dans la valise. Une robe ne porte pas de culpabilité. Ce n'est qu'un tissu. Mais les objets absorbent parfois les moments qu'ils ont traversés. Et cette robe-là porterait toujours pour moi la mémoire de cette table, de ces bougies, de cette larme unique qui avait tout déclenché. Je l'ai mise dans la valise. Et j'ai fermé la valise. Avant de descendre, j'ai pris une feuille de papier à en-tête du résort et j'ai écrit un mot court pour le directeur. Je le remerciais pour sa discrétion, pour le professionnalisme de son équipe, pour la façon dont il avait géré une situation délicate avec une élégance que peu d'établissements auraient su déployer. Je glissais le mot dans une enveloppe avec mon nom dessus et la laissais sur le bureau de la chambre pour la femme de ménage qui passerait après mon départ. Ensuite, j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à mon avocate à Paris. 3 mots. Lancer la procédure. Elle savait ce que cela signifiait.
Nous en avions parlé plusieurs fois au cours des mois précédents. Lors de rendez-vous discrets dans son cabinet du 5e arrondissement, des rendez-vous que j'avais planifiés avec la précaution de quelqu'un qui sait que certaines conversations ne doivent pas laisser de traces dans les agendas partagés. J'ai posé le téléphone, regardé la chambre une dernière fois, et je suis sortie. Dans le couloir, j'ai croisé Camille. Elle venait dans le sens opposé, une serviette de plage sous le bras. L'expression de quelqu'un qui n'a pas dormi mais qui a décidé d'occuper son corps en attendant que son esprit rattrape. Nous nous sommes arrêtés toutes les deux. Un silence bref mais chargé. Camille a dit « Tu pars ce matin ?» « Oui. » Elle a hoché la tête. Et puis, après une hésitation visible, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je comprends vraiment. Pas d'explication supplémentaire, pas de justification. Juste ces 3 mots dits avec la voix de quelqu'un qui est en train de prendre une décision intérieure dont je ne verrai jamais le résultat, mais dont je devinais la direction. Je lui ai posé la main sur le bras 1 seconde. Juste 1 seconde. Et j'ai continué mon chemin. Georges était dans le hall. Je ne sais pas s'il m'attendait ou si c'était le hasard de ces dernières heures qui nous avait mis sur le même palier au même moment. Mais il était là, debout près des grandes fenêtres qui donnaient sur le jardin, avec une tasse de café à la main qu'il ne buvait pas, les yeux dirigés vers l'extérieur sans vraiment voir ce qu'il y avait dehors. Il m'a entendu arriver. S'est retourné. Il avait l'air vieux ce matin-là. Pas dans le sens physique du terme, pas plus que la veille. Mais il y avait quelque chose de fatigué dans sa façon de se tenir qui lui donnait une fragilité que je ne lui avais presque jamais vue. Georges avait passé 30 ans à paraître invulnérable. Ce matin-là, pour la première fois, l'armure avait des fissures visibles. Il a dit « Tu t'en vas ». Ce n'était pas une question. Oui, il a regardé ma valise, a regardé mon visage. Et j'ai vu quelque chose traverser ses yeux, quelque chose de rapide et de douloureux, quelque chose qui ressemblait à une compréhension tardive. Le genre de compréhension qui arrive toujours trop tard pour changer quoi que ce soit, mais qui est là quand même, comme une facture qu'on ne peut plus ignorer. Il a ouvert la bouche. Je savais ce qui allait venir. Les mots pour recoller, les formules pour minimiser. La technique qu'il avait utilisée 100 fois pour transformer ses torts en malentendus et mes blessures en excès de sensibilité. Je connaissais cette mécanique par cœur. J'en avais accepté le résultat pendant trop longtemps. Je l'ai arrêté d'un geste, doux mais ferme. Je vais te dire quelque chose, 1 seule fois, et après je pars. Il s'est tu. Georges, tu n'es pas tombé à cause de moi. Tu n'es pas en train de perdre ce que tu perds parce que j'ai voulu me venger. Tu perds ce que tu perds parce que tu as toujours été debout sur des mensonges, sur des accords qui ne devaient pas exister, sur des chiffres qui ne devaient pas être là, sur une version de toi-même qui avait besoin que je sois petite pour sembler grande. Je me suis arrêtée 1 seconde, pas pour reprendre mon souffle, pour lui laisser le temps de recevoir chaque mot. J'ai arrêté d'être petite, et quand j'ai arrêté, tu n'avais plus rien pour te soutenir. Ce n'est pas moi qui t'ai fait tomber, c'est moi qui ai arrêté de te porter. Georges ne disait rien. Il me regardait avec ses yeux que j'avais regardés pendant 30 ans, et dans lesquels je cherchais encore, parfois, la trace de l'homme que j'avais cru qu'il était quand tout avait commencé. Je ne cherchais plus cette trace ce matin-là. Je regardais simplement l'homme qui était là, tel qu'il était, sans illusion et sans haine. « Prends soin de toi », j'ai dit. « Tu vas en avoir besoin. » J'ai pris ma valise. J'ai marché vers les portes de verre du hall. Elles se sont ouvertes automatiquement et le soleil des Caraïbes est entré d'un coup, chaud et direct, comme une main posée sur le visage. Je n'ai pas regardé derrière moi, pas parce que c'était difficile, mais parce qu'il n'y avait plus rien à voir dans cette direction. Ce qui m'attendait était devant, entièrement devant. Pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir n'était pas quelque chose que je redoutais. C'était quelque chose qui m'appartenait. Il reste encore une dernière chose à vous dire. Celle qui donne tout son sens à cette histoire. Ce que j'ai découvert en rentrant à Paris a changé ma compréhension de tout ce que j'avais vécu. Et la dernière phrase que je vais vous dire, gardez-la avec vous. Parce qu'elle ne parle pas seulement de moi. Elle parle de toutes celles qui ont porté une vie qui n'était pas vraiment la leur. Restez, parce que la fin change tout.
L'avion a décollé à 14h30. Je regardais par le hublot les îles qui rapetissaient sous moi, ce vert dense entouré de cette eau turquoise qui n'existe qu'aux Caraïbes, et je pensais à quelque chose de très simple. Je pensais que la beauté d'un endroit n'a rien à voir avec ce qu'on y vit. Les Caraïbes étaient magnifiques. Elles l'avaient été pendant toute la durée de ce voyage. Et pourtant, ce voyage avait été l'un des moments les plus douloureux et les plus décisifs de ma vie. La beauté n'efface pas la douleur. Mais elle lui donne parfois un cadre qui la rend supportable. J'ai commandé un verre de vin blanc. Je l'ai bu lentement, les yeux fermés, en laissant les 7 derniers jours passer dans ma tête comme un film qu'on regarde une dernière fois avant de le ranger définitivement. Le dîner, la phrase, la larme, ma propre voix qui avait dit quelque chose que je ne savais pas encore capable de dire. La réception de l'hôtel, la clé du 3e étage, les nuits à ma fenêtre à observer le jardin endormi, les appels téléphoniques sur la terrasse, le visage de Camille dans le couloir ce matin, et Georges dans le hall, avec sa tasse de café qu'il ne buvait pas, et ce regard qui cherchait quelque chose qu'il ne trouverait plus jamais dans mes yeux. J'avais 61 ans, et je me sentais, pour la première fois depuis très longtemps, exactement l'âge que j'avais. Ni plus vieille, ni plus jeune. Juste moi, avec mes rides que Georges avait utilisées comme une insulte et que je portais ce jour-là comme ce qu'elles étaient à vraiment. La carte géographique d'une vie vécue, de décisions prises, de douleurs traversées, de matins affrontés même quand ils étaient difficiles. Mes rides n'étaient pas une honte, elles étaient mon histoire. Et mon histoire m'appartenait. À Paris, mon avocate m'attendait 3 jours après mon retour. Nous nous sommes retrouvés dans son cabinet du 5e arrondissement, un appartement haussmannien transformé en bureau avec cette élégance discrète qui caractérise les espaces où se prennent les décisions sérieuses. Elle m'a accueilli, m'a offert un thé et m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire et qui choisit ses mots avec soin. Elle m'a dit que la procédure de divorce était lancée, que les éléments que j'avais réunis au fil des années constituaient un dossier solide, que ma situation financière, contrairement à ce que Georges avait toujours voulu me faire croire, était loin d'être aussi précaire qu'il le suggérait. Il y avait des actifs communs que j'avais le droit de revendiquer, des années de vie commune qui avaient une valeur juridique réelle et concrète, et des décisions prises par Georges au cours des dernières années qui, à la lumière de ce qui remontait maintenant à la surface à Paris, allaient compliquer considérablement sa position dans la procédure. Je l'ai écouté parler avec cette clarté tranquille de quelqu'un qui a déjà fait le deuil de la vie qu'elle quittait et qui est maintenant entièrement tourné vers ce qui vient. Pas d'euphorie, pas de triomphe, juste une attention lucide aux faits, aux chiffres, aux étapes concrètes d'une reconstruction. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait maintenant. Pas d'une victoire, une reconstruction. Bernard a fait face à une enquête préliminaire concernant certaines transactions que des tiers avaient jugé utile de signaler aux autorités compétentes. Thierry a vu plusieurs contrats remis en question par des partenaires qui avaient reçu des informations, les poussant à réévaluer leurs engagements. Je n'avais rien orchestré de tout cela directement. J'avais simplement cessé de protéger des informations qui, libérées, avaient trouvé leur propre chemin vers les personnes qui pouvaient en faire quelque chose. Isabelle a appelé 2 mois après mon retour. Une conversation courte, prudente, avec cette façon de parler des gens qui ne savent pas encore exactement où ils en sont, mais qui tendent la main quand même. Elle m'a dit qu'elle avait pris certaines décisions. Elle n'a pas précisé lesquelles. Je n'ai pas demandé. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être comprises. De Camille, je n'ai pas eu de nouvelles directes, mais par des chemins indirects. Comme il en existe toujours dans les petits cercles des grandes villes, j'ai appris qu'elle avait quitté l'appartement du 7e arrondissement pour s'installer dans le sud de la France, dans une petite ville proche de la mer. J'ai pensé à elle en apprenant ça. J'ai pensé à son visage dans le couloir de l'hôtel, à ces mots qu'elle avait dits avec cette voix de quelqu'un qui prend une décision intérieure. Je lui ai souhaité, en silence, tout ce que je me souhaitais à moi-même. Quant à Georges, il a traversé les mois suivants avec la brutalité silencieuse de quelqu'un dont le monde s'est rétréci. Pas d'effondrement spectaculaire, pas de ruine totale. Les hommes comme lui ne s'effondrent pas complètement.
Mais ils rétrécissent. Les cercles se resserrent. Les appels restent sans réponse. Les tables auxquelles on était toujours invité se remplissent sans vous. Et cette contraction progressive, pour un homme dont toute l'identité reposait sur l'expansion permanente, était sans doute la forme de conséquence la plus exacte qui soit. Moi, j'ai recommencé, pas de façon spectaculaire, pas avec des gestes grands et symboliques, mais avec cette façon humble et concrète de recommencer qui est la seule qui dure vraiment. J'ai repris contact avec des personnes que j'avais perdues de vue pendant des années. Des amis d'avant, des cousines, une sœur avec qui je n'avais presque plus parlé depuis trop longtemps. J'ai retrouvé des habitudes que j'avais abandonnées sans m'en rendre compte. Marcher le long de la Seine le dimanche matin, lire des romans que je choisissais moi-même sans me demander si Georges les trouverait convenables. Cuisiner ce que j'avais envie de cuisiner. Dormir du côté du lit que je préférais. Des choses minuscules, des choses essentielles. Et un soir, quelques mois après mon retour des Caraïbes, j'étais assise à ma fenêtre à Paris, avec un verre de vin et la ville qui s'allumait lentement sous le ciel de novembre. Et j'ai pensé à cette phrase que j'avais dite dans ce hall d'hôtel. Cette phrase qui avait tout résumé sans que je l'aie vraiment planifiée ainsi. Je n'avais pas planifié sa chute. Je n'avais pas construit un plan pour détruire qui que ce soit. J'avais simplement, à un moment précis, après une larme unique, versée sous un ciel étoilé des Caraïbes, décidé de cesser de faire quelque chose que je faisais depuis trop longtemps, sans même m'en rendre compte. J'avais cessé de soutenir une version du monde qui me rendait invisible, pour que d'autres paraissent importants. Et quand j'avais cessé de soutenir cette version du monde, elle s'était effondrée d'elle-même. Parce qu'elle n'avait jamais été solide. Elle avait juste été soutenue. Je pose mon verre. Je regarde Paris par ma fenêtre. Et je vous dis ceci, à vous qui m'avez écouté jusqu'ici, à vous qui avez reconnu quelque chose dans cette histoire, dans cette femme, dans cette larme unique sur une joue sous des étoiles caribéennes. Ce n'est pas l'âge qui vous rend invisible. C'est le silence que vous avez accepté de garder pour que quelqu'un d'autre soit visible à votre place. Et le jour où vous cessez de garder ce silence, le jour où vous vous levez de table avec votre verre de vin et votre dignité retrouvée, ce jour-là n'est pas la fin de quelque chose. C'est le commencement de tout. Je n'ai pas planifié sa chute. J'ai simplement cessé de soutenir le mensonge qui le maintenait debout. Et tout le reste, il l'a fait lui-même. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi d'où vous écoutez. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que certaines histoires ne sont pas faites pour rester seules.